Podcast. Vous vous apprêtez à écouter ou réécouter l'épisode qui a eu le plus de votes et aussi le plus de retours sur les réseaux sociaux. Merci à Debrofi qui nous recommande de regarder Midsommar de Ari Aster, dispo sur Prime Video. Une communauté chelou, des décors bucoliques, des sacrifices morbides, des champignons hallucinogènes. Je veux bien évidemment parler de Midsommar. Je suis Debrofi, bienvenue dans Watchlist. Un peu à la manière d'une Alice au Pays des Merveilles 2.0, Dani, étudiante en psychologie alors en plein deuil, sa sœur se suicide au monoxyde de carbone emportant ses parents dans son geste fatal, décide de suivre le lapin blanc, ici Christian, son petit ami et doctorant en anthropologie, jusqu'en Suède, chez les Harga, communauté fêtant le solstice d'été, le fameux Midsummer. La relation entre les deux personnages bat sérieusement de l'aile, lui ne sachant pas comment mettre un terme à leur relation et n'étant d'aucun soutien pour sa future ex. Le voyage au cœur de cette communauté va virer peu à peu au cauchemar, tout en prenant des allures de quête de sens et de reconnaissance pour Dani. On est bon pour le pitch ? Le deuxième film d'Ari Aster se dissocie d'Hérédité, son premier à presque tout point de vue. Le contraste est souhaité et d'autant plus marqué par un premier détail de taille. Alors que l'intrigue d'Hérédité se passait principalement de nuit et ou dans la pénombre, l'action de Midsommar se passe en plein jour, pour ne pas dire... Après le succès public et critique d'Hérédité, Aster avait donc deux choix, soit réitérer l'exercice du film d'épouvante avec une pâle copie de son premier long métrage, ou proposer quelque chose qui n'aurait rien à voir, histoire de mettre les deux pieds dedans. Mais pour ça, il attendra de sortir son troisième film, Beau is Afraid. Midsommar a donc une place pivot dans sa filmographie, ne délaissant pas complètement le domaine de l'épouvante, tout en amorçant un virage vers un cinéma plus expérimental, où l'histoire et les personnages sont un prétexte pour nous raconter autre chose. Voilà pourquoi il divise le public, et son étiquette horreur n'arrange en rien son sort, étiquette qui lui colle injustement au bonbon. Il est pourtant parfois bon de prendre son temps et de retirer l'emballage récalcitrant, même si les doigts collent un peu, surtout lorsqu'il s'agit de découvrir une surprise d'un nouveau genre. Mini régalade, un méga paquet plein de mini paquets, si tu veux savoir comment ça fait, t'as qu'à savoir compter. Et c'est bel et bien de genre dont il s'agit lorsqu'on parle de Midsommar, puisqu'il est rangé, comme je le disais précédemment, dans la catégorie horreur, même si pour moi il s'apparente davantage à un conte moderne à la beauté troublante, empruntant effectivement certains codes du genre. Un groupe de jeunes qui vont tous se faire éliminer les uns après les autres, des jumpscares et spoilers, alors Iglonia Fall. Mais on y trouve aussi des éléments empruntés à plein d'autres types de films, dont le thriller et le cinéma fantastique. Voilà pourquoi il faut savoir s'émanciper de ses a priori lorsqu'on s'attaque au visionnage d'un tel film, et ne pas se limiter à sa première impression, qui pour moi fut un peu liminale, non pas dans la forme, mais dans le fond. Vous voyez ce genre de film où vous savez pas trop ce à quoi vous venez d'assister. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand une œuvre me fait cet effet. Car là où il se passe le plus de choses dans Midsommar, c'est dans ce qui nous échappe. Outre son postulat de départ, somme toute banal, le film se dissocie du cinéma de genre à bien des égards, à commencer par sa lumière et sa nature bucolique, quasi parfaite et géométrique, renforçant paradoxalement l'impression d'étouffement et de suffocation malgré ses grands espaces. Cette réussite est principalement due à la façon surréaliste dont les scènes sont tournées, au décor et au symbolisme omniprésent dans chacun des plans, mais qui peuvent passer presque inaperçus au premier visionnage. Et le film ne nous parle pourtant que de ça, de symbolique, en utilisant pour prétexte le deuil, qu'il soit lié à un décès ou à la fin de la relation entre les deux protagonistes principaux. Plus précisément, quelle est la valeur des émotions et comment les transcender dans un monde matérialiste, dénué de spiritualité dans lequel nous sommes tous en perpétuelle quête d'approbation et ou de reconnaissance. Quel est le sens de nos émotions sans l'autre pour les valider? Et le réalisateur va pour ce faire utiliser plusieurs procédés différents. Soit en opposant distinctement des éléments, par exemple l'extrême douleur ressentie par Dani et le désintérêt total de son petit ami face à son arrivée dans une communauté où tout se partage, ou encore l'extrême ensoleillement des plans filmés au sein des Harga contrastant avec l'horreur qui s'y produit à l'ombre des regards. Soit en faisant des parallèles. Par exemple, un plan sur une boîte d'anxiolytiques dans l'armoire de l'appartement de Dani face à la prise de champi en pleine nature quelques plans plus loin, ou plus simplement, la valeur de nos rituels mortuaires mis face à ceux d'une communauté dont on ne partage a priori pas la philosophie. Ou encore, la tonne de symboles runiques se cachant dans presque tous les plans filmés chez les Harga, qu'on peut aisément qualifier d'émojis locaux. Le rythme du film y est aussi pour beaucoup. Là où habituellement tout doit se mettre en place très vite pour arriver rapidement à la première scène gore, Midsommar prend son temps pour nous conduire dans une horreur plus insidieuse que visuelle, car là encore, malgré une scène fortement déconseillée aux âmes sensibles, le reste du film joue davantage sur un effet d'oppression que sur l'horreur en tant que telle. Il incorpore des éléments surréalistes au compte-gouttes afin de nous hypnotiser progressivement, au point qu'on en sort en ne sachant pas si ce qu'on a vu est vrai ou pas. Et spoiler, ça ne l'est pas, c'est un film. Et Ari Aster va nous le rappeler à plusieurs reprises de façon
plutôt subtile, voilà pourquoi s'attacher aux invraisemblances des comportements de ses protagonistes n'a que peu d'intérêt. Bien évidemment, sans son casting, le film ne serait pas aussi parfait. Jack Reynor dans le rôle de Christian incarne à la perfection le petit ami hermétique à l'essentiel, soit les sentiments sincères de Danny, sa petite amie, y préférant la fraternité suspecte de la communauté qu'il est venu étudier. Florence Pugh, quant à elle, démontre une palette de jeux impressionnante. Tout le film, toute l'expérience du film, repose sur son personnage et son parcours dans le terrier du lapin. Passant par une palette d'émotions impressionnantes et contradictoires, elle est celle qui donne principalement le ton aux différentes scènes, notre regard sur les événements étant constamment influencé par le sien. Bref, vous l'aurez compris, Midsommar nous interroge sur notre rapport à la spiritualité, à la place de la mort dans nos sociétés et au communautarisme sans jamais nous dire vraiment quoi penser. Bon, sacrifier des êtres humains c'est pas bien, hein. Mais il a le mérite de ne pas laisser indifférent et c'est ce que j'attends du cinéma. J'imagine que sorti de cette chronique vous ne savez toujours pas quoi en penser, que je vous ai embrouillé et que vous ne savez pas de quoi le film parle. Le mieux pour y remédier, c'est encore de le regarder. Il est au moment où je vous parle dispo dans l'abonnement Prime Video et sur Canal VOD. Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez retrouver les autres formats du label sur le site podcut.studio. Si ça vous a plu, le podcast Pas Midsommar, et que vous souhaitez laisser un tips, vous pouvez le faire à cette adresse patreon.com/podcut. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord pour par exemple vous plaindre de cet épisode qui n'a ni queue ni tête. Vous trouverez tous les liens des comptes de réseaux sociaux, y compris les miens pour les jets de tomates, dans la description de cet épisode. À bientôt. Et que nos 9 jours de célébration commencent. Skål!